Chers élèves de l'école des plantes, bonjour à toutes et à tous. Nous vivons actuellement une période difficile de confinement où chacun est enfermé chez soi. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de temporairement suspendre les enseignements de l'école. Mais nous souhaitons tout de même garder contact avec vous. Différents professeurs vous ont proposé des vidéoconférences pour essayer de vous faire transmettre les cours. Malheureusement pour moi, ma bande passante dans ma petite campagne est insuffisante pour utiliser des outils comme Skype ou bien Zoom. J'ai fait des tests avec des amis et la qualité de l'image est catastrophique. Le son est très haché. C'est la raison pour laquelle je ne pourrais pas utiliser ces outils. En revanche, j'ai décidé d'utiliser l'outil de vidéo en ligne sur YouTube avec un accès qui est illimité. Et aujourd'hui, pour tester un petit peu ce nouvel outil, qui pour moi est totalement innovant, je n'ai jamais fait ça de ma vie, je vous ai préparé une petite vidéo de test en quelque sorte, qui va vous montrer quelques espèces végétales qui sont actuellement en train de fleurir ou qui vont fleurir dans les jours ou les semaines qui viennent. Je vais choisir des plantes que vous connaissez probablement, mais surtout des plantes qui poussent partout en France. C'est ce qu'on appellera des plantes ubiquistes. On les appelle aussi plantes cosmopolites. C'est-à-dire que ce sont des végétaux qui n'ont quasiment pas d'exigences écologiques particulières. On va les trouver quels que soient les types de terrain, quels que soient les types de milieux, quels que soient les types de climat. Et ces plantes, vous êtes tous plus ou moins capables de les observer lorsque vous allez vous faire vos petites balades sportives. Et puis évidemment, vous pourrez les voir une fois que le confinement sera terminé. Pour vous montrer ces plantes, je vais utiliser ma diathèque personnelle, c'est-à-dire l'ensemble des photos que j'ai prises lors de mes balades, de mes voyages et autres pérégrinations, à la fois en France, mais aussi en Europe, ou bien dans d'autres régions du monde. Je possède pratiquement 15 000 photographies de plantes, de tous les groupes taxonomiques, évidemment beaucoup de plantes à fleurs, comme vous le voyez, mais j'ai aussi des conifères, des fougères, quelques petites mousses. En revanche, au niveau des algues, je ne suis pas grand spécialiste, et là-dessus, j'ai encore beaucoup à apprendre. Pour la première plante que nous allons regarder, vous la connaissez probablement, c'est la ficaire, de son nom scientifique, Ficaria ranunculoides. Vous le voyez, hop, ici. Et voilà toutes les photos de cette plante que j'ai à ma disposition. On va commencer par celle-ci, qui est une photo globale, et qui vous montre la plante sur un plan relativement large, avec ses magnifiques fleurs d'un jaune très pétant, et qui contraste énormément avec le vert des feuilles, qui elles sont au niveau du sol. On s'amuse à dire que c'est la fleur de soleil, parce que c'est une des premières plantes à fleurir au tout début du printemps et à la fin de l'hiver, au moment assez particulier où le soleil commence un petit peu à nous réchauffer. Je suis certain que cette plante, vous l'avez déjà vue, et si vous ne l'avez pas déjà vue, eh bien vous pourrez désormais facilement la reconnaître, parce qu'il n'y a pas d'autres plantes en France qui présentent ces fleurs jaunes aussi pétantes que vous le voyez sur cette photo. On va regarder ça de façon un petit peu plus en gros plan. On va prendre cette photo-là, qui a l'air sympathique. Je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. Et on va s'amuser à faire une description de la fleur pour reprendre certains thèmes de botanique et se souvenir des différents caractères morphologiques qui la composent. Globalement, ce qu'on voit ici, c'est une fleur. On voit évidemment tout autour de la fleur les pétales. On ne peut vraiment pas les louper. Ils ont une forme, vous le voyez, globalement ovale. Si on regarde la plupart des pétales, l'extrémité n'est pas très pointue, elle est juste légèrement arrondie à la partie supérieure. Le nombre de pétales pour cette espèce n'est pas fixe, contrairement à beaucoup de plantes à fleurs où, rappelez-vous, le nombre de pétales est fixe. Ici, on est sur une espèce relativement archaïque dans l'évolution des plantes à fleurs. De ce fait, le nombre de pétales n'est pas fixe. C'est ce qu'on avait représenté dans une formule florale sous la forme de NP,
si vous vous souvenez des cours qu'on avait fait en première année sur justement les formules florales. Ici, on aura donc une formule florale qui correspondra à NP pour décrire les pétales. Rappelez-vous aussi le nom qu'on avait donné à l'ensemble des pétales d'une seule et même fleur. C'est ce qu'on appelle la corolle. Si vous regardez de nouveau cette photo, vous allez vous rendre compte, et peut-être vous allez me dire, mais il n'y a pas de sépales. Eh bien si, il y a des sépales, sauf qu'on ne les voit pas sur la photo, puisque la photo a été prise du haut, alors que les pétales, eux, sont en bas. On arrive néanmoins à voir un petit peu ici, si vous suivez le curseur de la souris, entre deux pétales, on arrive à voir un petit morceau de sépale. Si on avait pu prendre la photo par en dessous, chose que malheureusement je n'ai pas, on aurait observé qu'il y a 3 sépales sur chaque fleur de Fickaire. Ça, en effet, c'est un nombre qui est fixe. De ce fait, dans la formule florale, on écrira 3S plus NP. L'ensemble des sépales d'une même fleur, rappelez-vous, c'est ce qu'on appelle le calice. Maintenant, intéressons-nous au centre de la fleur, cette partie que j'entoure ici, là encore avec le curseur de ma souris. Vous observez ces petites structures qui sont très étroites et allongées. Vous les avez probablement reconnues, ce sont des étamines. L'ensemble des étamines, c'est ce qu'on appelle l'androcée. Ici aussi, le nombre d'étamines n'est absolument pas fixé. Il dépend de chaque fleur. Ici, on pourrait s'amuser à les compter, mais je pense qu'il y en a une bonne vingtaine, entre 20 et 25 très probablement. Là aussi, on utilisera, dans la notation de la formule florale, la petite lettre N, suivie de la lettre majuscule E, pour dire que le nombre d'étamines n'est pas fixe, et qu'il est à peu près entre 12 et 50. Et maintenant, si nous regardons beaucoup plus au centre de la fleur, et je vais zoomer pour que vous voyez parfaitement bien les choses. Voilà, je recentre un petit peu ma photo. Regardez ces petites structures vertes qui ont elles aussi une forme un petit peu ovoïde. Eh bien, chacune de ces petites structures, prenons celle-là en particulier, eh bien, c'est un carpel. On a ici un gynécée, c'est ce que j'entoure avec le curseur, qui est composé d'un nombre de carpels relativement faible, puisqu'on doit avoir une dizaine de carpels à tout casser, mais là encore, le nombre n'est pas fixe. Dans ma formule florale, je vais donc, dans ce cas-là, remettre NC pour dire que le gynécée n'a pas un nombre fixe de carpels et qu'il est entre 12 et 50 là aussi. Si donc chacune de ces petites structures verdâtres est un carpel, on distingue très bien la partie verte qui est enflée, en forme un petit peu de bouteille. C'est la partie basale du carpel, et ça, c'est ce qu'on appellera, rappelez-vous, l'ovaire. Et c'est là-dedans que vous avez les ovules, qui, si elles sont fécondées par un grain de pollen, donneront les graines. La partie supérieure ressemble à un petit chapeau, comme un béret qu'on met sur la tête, et cette petite partie supérieure, vous l'avez probablement deviné, c'est le stigmate, c'est-à-dire le point d'atterrissage des grains de pollen, qui vont être transportés soit par le vent, soit par les premiers insectes qui volent, puisque la Fickaire va commencer à utiliser les tout premiers insectes de la fin de l'hiver, début du printemps, pour le transport du pollen, depuis les étamines jusqu'au stigmate. Vous avez peut-être là encore remarqué sur ce gynécée, c'est-à-dire l'ensemble de ces carpels, qu'ils étaient accolés les uns aux autres, et non pas soudés en un seul bloc central. Ici, on est sur un gynécée qu'on dira dialycarpique. Dialycarpique, je vous rappelle, c'est un gynécée qui est constitué de plusieurs carpels, mais ces carpels ne sont pas soudés entre eux, ils sont juste positionnés les uns contre les autres, sans aucune soudure. Et d'ailleurs, on le voit aussi, au niveau des étamines, il n'y a aucune soudure entre elles, et si on dézoome, on observe également que les pétales ne sont pas soudés entre eux. On le voit très bien sur ce pétale ici, il n'est pas soudé à son copain de droite, et n'est pas non plus soudé à son copain de gauche.
Cette ficaire, c'est une plante très commune que vous allez trouver sur les pelouses, sur les talus, en sous-bois forestier relativement lumineux. C'est une plante très facile à reconnaître, je me répète, et sa floraison va s'échelonner depuis en gros la fin du mois de février jusqu'à la fin du mois d'avril. Évidemment, ça dépend des conditions climatiques. Si l'hiver est plus froid et plus long, la floraison sera plus tardive. Et à contrario, si l'hiver est plus doux, la floraison sera, comme cette année, beaucoup plus précoce, puisque personnellement, j'ai vu mes premiers ficaires cette année, on était à peu près vers le 20 février, alors qu'habituellement, dans mon jardin, les premières ficaires commencent à fleurir vers le 10 mars environ. La ficaire, de son nom scientifique Ficaria ranunculoides, ou bien Ficaria verna, qui est un autre nom mais non synonymique, fait partie de la famille des renoncules. C'est une plante de la famille des renonculacées qui contient entre autres, vous le connaissez probablement, le bouton d'or ou tout un tas d'autres espèces. Continuons notre exploration. Vous connaissez peut-être une plante de sous-bois qui est surtout présente sur les 2/3 nord de la France avec des magnifiques fleurs blanches et dont la structure de fleurs ressemble beaucoup à la ficaire qu'on vient de voir. Cette plante, on l'appelle l'anémone des bois. Son nom scientifique, c'est Anemone nemorosa. Regardez bien, j'ai bien mis un A majuscule au nom de genre et un N minuscule ici au nom d'espèce. Rappelez-vous les obligations typographiques des noms scientifiques. Le nom de genre commence toujours par une majuscule. Le nom d'espèce, ce qu'on appelle l'épithète, lui, commence toujours par une minuscule. Voyons voir les photos que j'ai pour cette plante. J'en ai beaucoup, et oui, parce qu'elle pousse pas très loin de chez moi. Et d'ailleurs, voilà un peu les sous-bois que je peux avoir en ce moment dans la forêt qui est juste en haut de mon jardin. Tous les petits points blancs que vous voyez, ce sont les fleurs de l'anémone des bois. C'est un magnifique spectacle que vous pouvez voir en ce moment sur les bois de la région parisienne et puis, comme je vous le dis, d'une manière générale, sur une grande partie du territoire français. Voyons voir à quoi ça ressemble de plus près. Tiens, prenons cette photo-là. Déjà, regardez, côté droit, vous reconnaissez la ficaire qu'on a vue il y a quelques instants. Mais évidemment, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici la fleur. Je vais faire un petit zoom pour la voir de façon beaucoup plus précise. Là encore, nous avons des pétales, qui cette fois-ci sont de couleur blanche, des pétales qui ne sont pas soudés entre eux. Regardez bien, ici, il n'y a pas de soudure, on a juste des chevauchements des pétales entre eux. Nous aurons donc ce qu'on appelle une corolle dialipétale. Si j'avais pris la photo par en dessous, on aurait pu voir des sépales. Sauf que pour cette espèce-là, il n'y a pas de sépales, et c'est normal. On est sur une plante qui ne possède qu'une seule enveloppe florale. On dira qu'on est sur une plante de type haploclamide. Rappelez-vous ce terme de haploclamide qui signifie à une seule enveloppe florale. C'est-à-dire que la fleur n'a normalement que soit des sépales, soit des pétales. Ici, dans cette plante, on n'a que des pétales, puisqu'on a des parties très allongées et très colorées en blanc. On aurait eu des parties de petites dimensions et de couleur verte, ça aurait été des sépales, ce qui évidemment n'est pas le cas ici. Nous retrouvons un nombre de pétales qui là encore n'est absolument pas fixé, ça dépend de chaque fleur. L'androcée est lui aussi composé d'un nombre très important d'étamines. Je ne les compte pas, mais il y en a une bonne trentaine à vue de nez. Ces étamines n'ont aucune soudure entre elles. Et si je continue mon zoom pour voir le gynécée, on va retrouver quasiment la même structure. Enfin, je dis quasiment, mais c'est même pas quasiment. C'est totalement la même structure que ce qu'on a vu pour le gynécée de la ficaire. Chacune petite partie verte correspond à un carpel. On voit très bien à la partie supérieure le stigmate.
Ces carpelles, comme pour la ficaire, sont en nombre non défini et ils ne sont pas soudés entre eux. On aura donc de nouveau, comme pour la ficaire, un gynécée pluricarpellaire dialycarpique. Voici d'autres photos de l'anémone des bois, Anémone nemorosa de son nom scientifique. Vous le voyez, ici, en sous-bois, comme toujours, d'où son nom. Cette plante, on l'a vu, possède une morphologie extrêmement proche de celle de la ficaire. Et de ce fait, nous avons également ici une plante de la famille des renonculacées. C'est aussi une plante de la famille des renonculacées. Continuons notre exploration des fleurs de sous-bois. Il y a une autre plante de sous-bois qui est actuellement en train de fleurir, que vous connaissez là encore probablement, c'est la pervenche. Mais il y a plusieurs espèces de pervenches. Celle qui nous intéresse, c'est la petite pervenche, de son nom scientifique. Vous le voyez, je vous l'écris ici, Vinca minor. Voyons voir les différentes photos. Alors celle-là, évidemment, lorsqu'elle est en fleurs, dans les sous-bois, elle va parsemer de sa corolle magnifiquement bleutée, violacée, le délicat vert de son feuillage. Voilà à quoi ça ressemble. C'est encore une des premières plantes à fleurir à la fin de l'hiver et au tout début du printemps. D'ailleurs, son nom scientifique de genre, vinca, vient du latin vincere, qui est le verbe vaincre. Sous-entendu, c'est une des premières plantes à vaincre l'hiver. Si nous regardons maintenant la fleur en détail, on va prendre par exemple cette photo, je pense qu'elle n'est pas trop floue, c'est bon. Nous la voyons ici, comme si nous étions une abeille, par le dessus. On observe 5 pétales, avec cette fameuse couleur bleu-violacée. Et si vous regardez d'autres fleurs de cette espèce, vous aurez quasiment toujours 5 pétales. Ici, on commence à être dans les nombres fixés de pétales. On aura donc dans la formule florale 5P. Vous pouvez trouver parfois 6 pétales ou 4, c'est très rare. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appellera une malformation. On ne le voit pas, mais sous la fleur, nous allons avoir également 5 sépales, qui sont assez filiformes. Les sépales sont soudés entre eux, le calice sera donc gamosépale. Et on voit au niveau de la corolle, en zoomant vous le verrez beaucoup mieux, que cette fois-ci les pétales, regardez bien, ils ne se chevauchent pas, mais en fait ils sont soudés entre eux. Nous aurons donc ici une corolle gamopétale. Voici d'autres photos de la pervenche. Volontairement, je ne vais pas vous parler du gynécée, de l'androcée, parce que là on est sur des choses un petit peu plus compliquées, avec des soudures, des étamines, et puis des soudures des carpelles. Et comme la fleur est en tube, la base de la corolle forme un tube, comme on arrive un petit peu à le voir ici en zoomant, c'est pas très facile à observer. On voit ici une espèce de petite collerette qui correspond à la soudure de différents éléments qui en fait masquent l'androcée et le gynécée au regard du botaniste. Néanmoins, là encore, on est sur une espèce qui est très commune et qui pousse quasiment dans tous les sous-bois frais en France. Souvent, d'ailleurs, vous le voyez ici, les tiges sont plus ou moins rampantes pendant la période de l'été, une fois que les fleurs sont fanées. Vous avez une autre espèce qui est très proche, mais qui va avoir des fleurs beaucoup plus grosses, c'est la grande pervenche, qu'on appelle Vinca major, qui est une plante de jardin, abondamment cultivée pour l'ornement, puisqu'elle fait des grosses fleurs bleu-violettes, mais c'est une plante qui est assez rare en échappée de jardin. On peut la trouver, j'ai pas de photo à vous montrer, mais en gros c'est à peu près la même chose, sauf que les fleurs sont beaucoup plus grosses. Quand je dis beaucoup plus grosses, c'est, on va dire, 50% plus gros. Nous allons terminer maintenant sur une plante qui, là encore, est toujours très commune, que vous connaissez probablement, c'est le lamier pourpre, de son nom Lamium purpureum. Là encore, je vais corriger
la majuscule que j'ai oubliée au nom de genre. Bon, entre nous, l'ordinateur se fiche complètement des majuscules et des minuscules, mais vous savez que je suis très rigoureux là-dessus. Voyons voir les photos que je peux avoir de cette plante. Eh bien, il y en a pas mal. On va commencer par celle-là. Tiens. Vous le voyez, c'est une plante, je vais zoomer un tout petit peu, qui, comme son nom l'indique, pourpre, a des fleurs couleur violette. C'est pas vraiment du violet, ça ressemble plus à du lilas ou à un mauve qui est relativement peu coloré. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette plante, c'est la structure de la fleur. On voit parfaitement ici, en zoomant, voilà, on va prendre cette fleur ici, que vous avez différentes pièces florales, c'est-à-dire différents pétales, qui sont soudés entre eux pour former comme un espèce d'entonnoir. On dit que c'est une corolle en tube. Et chaque pétale va avoir une forme très particulière. Ici, on est dans la famille des Lamiacées. Vous l'avez peut-être reconnu, si vous avez l'habitude, des plantes médicinales. En gros, chez les Lamiacées, vous avez 5 pétales. Vous avez un pétale supérieur qui a une forme un petit peu en casque comme ceci, des pétales latéraux, en voilà un ici, le deuxième est là, et 2 pétales basaux, c'est-à-dire des pétales de base, qui, vous le voyez, sont ici. Le premier est là, le second est de l'autre côté. Et tous ces pétales se soudent pour former cette gorge qui descend jusqu'au calice. On voit ici le calice, cette partie qui est là, c'est le calice, avec les pointes des sépales, en voilà une qui est magnifique. On peut donc là encore en déduire que le calice est gamosépale et que notre corolle est gamopétale. Au niveau des étamines, on ne le voit pas très bien ici, mais elles sont au nombre de 4. On arrive à voir ici les anthères, 2, 3, la 4e est cachée là. Donc en fait on a 4 étamines qui contiennent chacune 2 anthères. Et le gynécée va être difficile à observer puisqu'il est tout au fond du tube de la corolle. Mais si on arrivait à l'observer, on verrait une structure avec 2 carpelles soudées. Là encore, on est sur un gynécée qu'on dira gamocarpique. Et comme il est bicarpellaire, c'est-à-dire à 2 carpelles, on peut dire que le gynécée est bicarpellaire gamocarpique. Un petit point assez amusant sur cette plante, si je dézoome, on arrive à le voir. Regardez bien, la tige qui porte la fleur, enfin les fleurs et les feuilles, va avoir une grande partie de sa longueur sans feuilles. En fait, les feuilles ne sont juste qu'à la partie supérieure de la tige et vont ne pas se développer à la partie inférieure. Ça, c'est une caractéristique assez facile à retenir pour déterminer la plante. Et puis évidemment, sa couleur, c'est vraiment cette couleur mauve. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, il n'y a pas que les fleurs qui sont mauves. Les feuilles les plus supérieures ont aussi cette coloration mauve. En fait, pour cette plante, le pigment qui colore la corolle va se retrouver dans les feuilles supérieures. Mais pas chez tous les individus. En effet, il y a certains individus qui sont dits hypochromes, ce qui est le cas ici. Regardez bien, c'est là aussi, c'est le lamier pourpre, Lamium purpureum, mais à fleurs blanches. Ici, on est sur une forme très particulière d'un individu qui, génétiquement, n'est pas capable de fabriquer ce fameux pigment mauve qui donne la couleur habituelle aux corolles et aux feuilles qui sont à l'extrémité de la tige. On est donc là sur un individu très particulier. C'est pas très commun, mais c'est pas non plus très rare. Ça dépend des individus. C'est marqué génétiquement. Comment et pourquoi, là, je n'y connais rien, je ne me permettrai pas donc d'en parler. Je vais aussi vous montrer un petit truc assez amusant quand on parle de détermination des plantes. Je vais vous montrer cette photo. À première vue, vous allez me dire que les 2 individus que vous voyez sont des individus de lamier pourpre. Eh bien non, il y a une petite différence entre les deux. Et je ne sais pas si cette différence, vous allez la voir. Je vous avoue, elle ne saute pas aux yeux.
Si vous voulez prendre le temps de réfléchir, vous appuyez sur le bouton pause, vous regardez, et quand vous avez trouvé ou que vous pensez avoir trouvé, vous pouvez remettre la vidéo. La différence entre ces deux individus, elle tient à la forme des feuilles. Regardez bien l'individu de gauche. D'ailleurs, on voit parfaitement le gynécée qui est constitué de deux carpelles, un à gauche et un à droite. Et d'ailleurs, chaque carpelle est divisée en deux, ce qui forme cette structure à 4 ensemble, sachant qu'on n'a que 2 carpelles. Bon, je reviens à nos feuilles. Regardez cette feuille, comment elle est découpée. Elle présente des dents, évidemment, qui ne sont pas très pointues, mais surtout des dents qui ne sont pas très profondes à l'intérieur du limbe de la feuille. Ça fait ici une espèce de petite incurvation, mais qui n'est pas très profonde. En revanche, regardez ici l'individu de droite. Les feuilles ont globalement la même forme. En revanche, vous voyez que les dents ont des incisions beaucoup plus profondes à l'intérieur du limbe. Eh bien ça va suffire pour distinguer deux espèces. À gauche, l'individu qui est là, celui qui a des incisions peu profondes, c'est bien notre lamier pourpre, Lamium purpureum. L'individu de droite, celui qui a des feuilles avec des incisions plus ou moins profondes à l'intérieur du limbe, ça va être une autre espèce. C'est ce qu'on appellera le lamier hybride, Lamium hybridum. Il est beaucoup plus rare, et la façon de le reconnaître, c'est évidemment de regarder la forme des feuilles et de noter la profondeur des incisions au niveau du limbe foliaire. Maintenant, je vais vous faire un petit exercice sur cette photo, avec les deux individus que vous avez, l'un à gauche et l'un à droite. À gauche, je vous rappelle, c'est le lamier pourpre, et à droite, c'est le lamier hybride. Il y a un autre lamier hybride sur cette photo. Arrivez-vous à le trouver? Là encore, faites pause sur la vidéo. Eh bien, il est ici, en bas à gauche. Il est là. Et comment je sais que c'est un lamier hybride? Eh bien, regardez bien. La feuille qui est ici, que j'entoure avec le curseur, on observe bien que les incisions du limbe sont très profondes. Beaucoup plus profondes que sur le lamier pourpre que je vous ai montré ici, avec des incisions qui, elles, sont assez ténues. Vous voyez comme quoi, en botanique, il faut être extrêmement observateur. Et je vous l'ai dit maintes fois dans les cours de botanique, la théorie, c'est sûr que c'est important, la pratique, c'est nécessaire, et c'est surtout le don d'observation, la patience d'observation, qui vous permettra de déterminer les espèces. Quand nous serons au cycle 3, nous ferons là aussi un cours vidéo sur l'art de déterminer les espèces, avec un petit ouvrage qu'on appelle une flore. Mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo faite très rapidement et sans aucune préparation pour tester un petit peu le média des vidéos sur YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et au plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos en pleine forme dès que ce confinement sera terminé. À très bientôt et merci.